And radio check. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What? It's Friday then. Saturday, Sunday. What? Yeah, it's okay. Allez, ça y est, c'est parti. Nous sommes en direct normalement sur la chaîne Twitch. Les essais de votre inside, le shakedown. Nous y sommes, messieurs, dames. Le moment est solennel. Bienvenue sur ce live exceptionnel, live de pré-saison. Et oui, on va passer un petit moment ensemble, 45 minutes, 1 heure, pour décortiquer les enjeux, la preview de la saison 2021. Motors Insight qui se lance, bien sûr. Vous nous connaissez sur les internets, Motors Insight, site média français accrédité sur les principales compétitions de la FIA, dont la Formule 1. Et pour ce premier live ce soir, une équipe de choc avec le directeur, avec le responsable, le CEO, appelez-le comme vous voulez. Salut Romain. Salut, c'est à cause de moi qu'il n'y avait pas de son tout à l'heure, je suis désolé, mais bonjour à tous. Et oui, bonjour à tous et à toutes. Romain, donc tu es le directeur de ce site et tu vas gérer le live de ce soir, bien sûr. On tente, on fait les premiers essais, mais en tout cas, très heureux de t'accueillir pour ce live. Avec nous aussi, salut Mathieu, rédacteur en chef de Motors Inside. Comment vas-tu, Mathieu? Très bien, merci. Salut Alex, bonjour à tous. Salut Mathieu. Salut. Et pour finir le tour de table, Guillaume, jeune rédacteur en chef, jeune pousse de cette belle équipe de Motors Inside. Salut Guillaume, comment vas-tu? Ça va faire un moment qu'il commence à être jeune pousse. Salut Alex, salut tout le monde. Bon, rédacteur tout court, ça me va très bien. Rédacteur, un an, rédacteur depuis 1 an, Motors Inside, création en 2007, hein, Romain, c'est ça? Ouais, à l'époque, c'était fanf1.com, mais on va pas trop le dire parce qu'après, on va avoir des soucis avec la FOM. On reste tranquille, Motors Inside en tout cas, qui vous accompagne donc depuis 2007, depuis le début de la carrière de Lewis Hamilton. Donc on espère qu'il va encore continuer quelques années, sinon il faudra prendre la main, il faudra prendre le lead. En tout cas, on va partir pour cette preview, pour ce premier live. Rejoignez-nous tranquillement, posez-nous vos questions. Bon, en tout cas, pour cette première émission un peu pilote, c'est le check-down. Nous, on est comme Mercedes, on fait le check-down après les essais privés. En tout cas, on se lance dans cette émission et pour analyser, je le disais, les enjeux bien sûr de ce premier Grand Prix qui arrive. Ça y est, vendredi 12h30, les premiers essais libres de cette saison 2021 à Bahreïn et non pas en Australie. Crise sanitaire oblige et on commence par notre première partie, hein, gentiment. Quel changement finalement en 2021? À la base, c'était la saison de la révolution. Finalement, c'est un peu plus calme. Il y a moins de changements que prévu, mais quand on regarde bien, messieurs, on va l'analyser ensemble. Il y a quelques changements, notamment à l'arrière des voitures. Les voitures ont un petit peu changé, notamment au niveau du fond plat raboté de quelques centimètres, ce qui fait qu'il y a des difficultés pour certaines voitures. On va l'aborder dans ce live, notamment Mercedes, qui a des problèmes à l'arrière. En tout cas, c'est l'enjeu majeur. Première question, messieurs, pour vous lancer. Mathieu, le rédacteur en chef, est-ce que ces voitures, pour toi, vont être plus difficiles à conduire? Bien sûr, tu ne conduis pas les voitures, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des courses spectaculaires cette année 2021, Mathieu? Course spectaculaire, ça je pense que oui, parce que déjà on sort quand même d'une saison qui nous a quand même gâté en termes de courses spectaculaires. Ça faisait quand même un bout de temps qu'on n'avait pas eu autant de rebondissements et là avec cette stabilité quand même technique qu'on a pu avoir cette saison, en fait on peut s'attendre à une concentration des performances, et donc qui dit voiture très proche dit course très serrée. Donc oui, je m'attends à une saison pleine de beaux spectacles en piste. Ouais, une saison pleine de spectacles. C'est vrai qu'on a été gâtés l'an dernier, Guillaume. Est-ce que tu penses que cette année, ces voitures seront plus capricieuses finalement? Ben oui et non, puisqu'on est quand même sur une stabilité au niveau du règlement. Donc du coup, on aura des courses plus serrées parce que le midfield justement va se resserrer avec l'avant du peloton. Il y aura un petit peu d'indécision, donc ça créera du suspense. Après, est-ce qu'elles seront plus spectaculaires? Ça reste à voir, mais avec le cru de 2020, on peut s'attendre quand même à du bon spectacle pour 2021. Ouais, c'est ça, c'est peut-être dans la continuité finalement, hein, avant la grande révolution, les nouvelles voitures de 2022 qu'on attend aussi avec impatience, même si bien sûr on va déjà se régaler avec cette saison 2021. Les changements, on le disait, messieurs, surtout au niveau du fond plat à l'arrière, hein, un plancher raboté de quelques millimètres, c'est très important en Formule 1, ce qui fait que quand vous verrez les images de ces nouvelles voitures vendredi, à l'arrière, ce sera un arrière un peu plus pauvre. Les innovations, on les a vues lors des essais hivernaux, ça a forcé les équipes à faire différemment, notamment avec ce plancher à vagues, hein, façon Aqua Boulevard pour Mercedes. Quelles innovations, messieurs, vous ont marqué? Peut-être Romain, le grand chef, bien sûr, de Motors Inside. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué? D'ailleurs, tu as écrit des articles par rapport aux changements et aux nouvelles voitures 2021. Quel est le changement à retenir pour toi, à côté de ce qu'on a déjà dit là?
moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté un peu effet sur les voitures qui vont suivre une autre voiture. Donc en fait, tout ce qui va être aspiration et toutes ces perturbations aéro qu'on avait jusqu'à présent, on ne sait pas trop ce que ça donne parce que la saison n'a pas commencé. Mais du coup, on a vu par exemple un petit accrochage en essai et sur l'aileron avant. Donc en fait, peut-être qu'il y a moins d'aspiration ou peut-être plus d'aspiration, ce qui fait que ça gêne vachement le pilote. Et donc ça va, à mon avis, ça risque d'être assez important. C'est vrai que ça peut causer des problèmes. Alors, les nouvelles voitures, on pourra suivre plus facilement en 2022, mais à 2021, c'est vrai qu'on va un peu rester finalement dans le prolongement et ça va être l'incertitude. On espère encore voir plus de déplacements, de dépassements, même si ça s'améliore d'année en année. Mais en tout cas, moins d'appui pour ralentir les voitures et soulager les pneumatiques Pirelli. Souvenez-vous, à Silverstone, ces crevaisons en série. Donc, on le disait, voilà, on décortiquait sur ces voitures finalement assez imprévisibles, mais au final, des voitures plus quand même baladeuses du train arrière. Vous nous avez suivis sur Motors Inside avec le débrief des essais hivernaux. Et bien sûr, l'info importante de ces essais hivernaux, c'est cette instabilité à l'arrière et surtout pour la Mercedes W12 et notamment ce tête à queue de Lewis Hamilton le samedi matin dans le bac à gravier. Des voitures plus baladeuses du train arrière, c'est l'information à retenir. Qu'est-ce qui vous a marqué aussi, messieurs, pour ces essais privés? Mathieu, qu'est-ce qui t'a marqué si on rentre dans les essais privés, même si là, forcément, on est plus près de la course? Pour moi, évidemment, la surprise, c'était quand même effectivement de voir Mercedes qui ne dominait pas outrageusement les temps. Pour autant, je suis pas du tout inquiet pour eux. Je serais pas surpris qu'ils aient chargé la mule, notamment en termes d'essence, pour se concentrer sur le rythme de course. Et clairement, la seconde qu'on avait entre Verstappen et Hamilton le dernier jour, je serais très surpris de la voir ou de la voir dans ce sens-là en tout cas. Donc, du coup, non, mais c'était quand même assez intéressant de voir un Lewis qui faisait des erreurs, en tout cas qui perdait le contrôle de sa voiture, ce qui est quand même extrêmement rare dans des conditions normales de piste. Donc, c'était quand même assez intéressant à noter. On voit à l'image, bien sûr, la magie de notre direct vous s'est commandé. Vous voyez avec nous ce fond plat un peu raboté, plus simple. On a la régie de Canal+ avec nous. La régie de Canal+. Il y a Julien Febro. En vrai, il y a Julien Febro qui est caché derrière, qui va sortir. Salut Julien Febro qui nous avait répondu après la victoire de Pierre Gasly à Monza. Excellent article signé Thibaut qui est à la rédac aussi. Et c'est vrai que c'était, voilà, finalement on voit ces innovations qui sont à l'image. C'est Boyado Pro pour vous présenter cette nouvelle saison 2021 et le cœur un peu de ce qui change finalement. On est au niveau là juste avant l'aileron arrière, le fond plat. Cette diminution d'appui, on est à moins 10% à peu près par rapport aux voitures de 2020. Mais bon, vous le savez très bien, la Formule 1, c'est la course à l'innovation. On a déjà des nouvelles solutions. On pense par exemple au diffuseur arrière de la McLaren qui a apporté son nouveau diffuseur. Je te vois lever les yeux, Guillaume. Toi, c'est aussi ce qui t'a marqué quand on voit cette nouvelle saison 2021. Les innovations, il n'y en a pas tellement, mais quand même, McLaren a apporté son diffuseur. Ça t'a marqué, toi, Guillaume? Oui, exactement. Justement, McLaren a apporté ce diffuseur. Ça a fait un peu penser à l'histoire Braun Grand Prix, même s'il n'y aura pas forcément il y aura pas forcément le même impact sur la compétition. Mais je pense qu'ils ont fait une belle trouvaille. Et vu que c'était difficile de faire des trouvailles avec ce règlement qui était assez strict et puis où on pouvait moins s'exprimer. Trouver ça pour le diffuseur, c'était sympa. Ce qui m'a marqué aussi, c'est l'imposante cheminée de l'Alpine comparée aux autres. C'est incroyable. Oui. Et aussi les différents museaux. Cette année, je trouve qu'on voit vraiment des museaux différents, des museaux plus fins pour justement avoir la réduction de traînée ou des museaux plus gros style Alfa Romeo pour augmenter l'appui. Donc c'est intéressant de voir aussi les différences à ce niveau-là. Au final, je vous disais au début de ce live que pas grand-chose n'avait changé, mais bon, on est en Formule 1, plein de choses ont changé. L'Alpine, on faut bien sûr présenter, à ceux qui sortent d'une grotte, mais bien sûr, Alpine, la nouvelle identité de Renault. Alpine, bien sûr, la voiture bleu, blanc, rouge, tricolore. Est-ce qu'elle t'a choqué, toi, cette Alpine, Mathieu, quand tu l'as vu débarquer à Sakir pour les essais privés, avec cette imposante sortie d'air juste au-dessus du pilote, en l'occurrence Alonso et Ocon?
Bah ouais, c'est clair que c'est une grosse surprise. Hein. C'est pas quelque chose auquel on s'attendait parce qu'on sait qu'actuellement il y a plus une course à justement être le plus fin possible. Et quand on regarde tous les autres concurrents, on voit que c'est vraiment ils essaient de chercher la finesse pour avoir le moins de résistance à l'air. Donc après bon. On peut laisser le bénéfice du doute aux ingénieurs d'Enstone hein, qui, s'ils l'ont adopté, c'est qu'ils estiment, selon leurs calculs, qu'il y a une valeur ajoutée à faire être différente de tous les autres. On sait que il y a quelques années, Williams avait fait le même choix avec le fameux aileron de Morse, qui était une grande innovation, qui a été abandonné en cours de saison parce que ça marchait pas. L'avenir nous dira si les gens d'Enstone avaient raison ou pas, mais en tout cas intéressant de voir une audace dans ce domaine-là qu'on n'attendait pas forcément. Vous avez à l'image aussi, hein, voilà, on le dit, l'Alpine avec cette entrée d'air. Elle a grossi hein, pendant la trêve, l'Alpine, la Renault devenue Alpine. Bon, en tout cas, elle sera visible pour les premiers tours en piste pour les essais libres ce vendredi midi. Voilà, en tout cas, les changements qu'on a évoqués, parce qu'il faut évoquer rapidement, on passe bien sûr en revue les changements et ça peut affecter les grosses équipes. C'est cette logique de réduction des coûts avec la pandémie mondiale. On fige le développement de beaucoup de pièces et notamment avec le système des jetons, on fige une partie de la transmission, une partie de la suspension avant, suspension ici à l'arrière. On fige un peu au fur et à mesure ces différentes parties. Vous les avez suivies avec nous sur Motors Inside, le récap un peu avec le système des jetons. 2 jetons par équipe pour améliorer des parties choisies. Et c'est vrai qu'on a eu des innovations différentes, messieurs, des choix différents en fonction des équipes. AlphaTauri qui mise plus sur l'avant de sa voiture. Mais c'est ça qui est intéressant. Cette logique de réduction des coûts, tu la comprends aussi forcément, Romain. Est-ce que c'est normal? La F1 doit vivre avec son temps, finalement. On était sur une saison particulière avec le Covid, donc du coup, on a forcément mis en place des choses. Parce qu'il faut rappeler qu'en fait, à la base, cette réglementation 2021 devait être révolutionnaire et du coup a été décalé à 2022. Donc en fait, ce qu'on va voir l'année prochaine en 2022, c'est finalement ce qui aurait dû arriver en 2021. Donc qui dit nouvelle réglementation, dit nouvelle voiture, dit il y avait aussi un nouveau style de voiture. Et du coup, à cause du Covid, à cause du fait qu'on a réduit le nombre de courses et qu'il y a moins d'argent qui a été gagné par les équipes cette saison, l'année dernière, du coup aussi ça veut dire moins de développement. Donc c'est forcément, comme tu dis, c'est logique, quoi. C'est très bien qu'ils aient mis ça en place. Après, moi, d'un côté, je pense que je vais faire partie des nostalgiques un peu qui auraient préféré garder le look des voitures actuelles plutôt que le nouveau look des voitures un peu type Trackmania. Carrément. Ouais, côté Hot Wheels un peu avec les grosses jantes 18 là, je suis vraiment pas fan, quoi. Ça tacle la nouvelle réglementation du côté de Romain, en tout cas. J'ai toujours eu un petit truc contre Pirelli, je crois que c'est pour ça. Depuis que Michelin est parti. On aura l'occasion de reparler de cette réglementation 2022, mais on voit déjà que ça divise un peu. Tu disais, Romain, logique de réduction des coûts. Budget capé pour la première fois, 145 millions de dollars, pas un centime de plus, même si dans les faits, ça diffère un petit peu. Et un budget qui sera dégressif, ce qui veut dire forcément pour des équipes qui dépensaient plus, comme Mercedes, Red Bull ou Ferrari, ce sera difficile cette année, ce sera peut-être plus difficile. Ça va peut-être niveler les valeurs. Et ça, on verra ça au fur et à mesure de la saison. On a hâte de voir en tout cas si, en effet, cette logique de réduction des coûts va changer quelque chose. Changement aussi, messieurs, c'est que le vendredi, on restera moins longtemps devant nos écrans à regarder les Formule 1. 1 heure de roulage seulement le vendredi en essai libre contre 1h30. Et les courses sprint, vous les avez suivies, les courses sprint qui ne sont pas encore validées. Alors ça, les courses sprint, pour y passer rapidement, pour s'attarder rapidement dessus, je vais te lancer, Mathieu, là-dessus. On sait que la Formule 1 veut des courses sprint le samedi, veut un peu changer son format. Elle pense à 3 courses sprint cette saison le samedi à Montréal, Monza et Interlagos. Est-ce que toi, les courses sprint, ça te botte, Mathieu? Non, pas trop. Mais après sur le principe, pourquoi pas. Et en fait, vu les circuits sur lesquels ils le tentent, pourquoi pas? Parce qu'en fait, on sait que les qualifs de Monza, on sait que c'est toujours un grand n'importe quoi. Où en gros tout le monde freine pour surtout pas être le premier à offrir l'aspiration derrière. Donc pourquoi pas? Franchement, essayons. Je pense que de toute façon, on peut tous avoir un avis et avoir des a priori et autres. Il y a un moment, essayons, voyons. Ça se trouve, ça c'est une bonne idée, mais au moins, ce que je trouve bien, c'est que Liberty Media, entre guillemets, enfin
fait le choix de casser un peu le rythme de ce qu'on peut connaître depuis des années. Il y a nécessité d'évoluer aussi. De toute façon, les équipes ont déjà tellement de données sur simulateur que entre guillemets le temps de roulage n'est plus si déterminant que ça pouvait être dans le passé. Donc essayons. Et si on voit du spectacle dès cette première course et que ça a le don de remanier un peu les cartes pour le dimanche, pourquoi pas, essayons. Ouais, essayons. T'es dans cette logique là aussi, Guillaume, ou t'es plutôt nostalgique? Parce qu'on a Romain qui est assez nostalgique finalement déjà. Est-ce que toi, Guillaume, t'es moins nostalgique? Est-ce que toi, ces changements de la F1, ça va dans le bon sens? Dans le bon sens, je sais pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être tenté, et ça c'est bien, puisque de toute façon, on va pouvoir voir ces courses sprint si c'est un bon format ou pas. Et ce qui est de bien aussi, c'est que en réduisant les essais, ça va créer de l'incertitude et forcément, ça va bouleverser un petit peu sur certaines courses le résultat des qualifications de base à la course sprint. Donc, pourquoi pas, à voir. Je pense que ça peut fonctionner. Ouais, ça peut fonctionner. Bon, en tout cas, on est curieux. En tout cas, on est curieux de voir ça, bien sûr, pour ces changements quand même d'une saison 2021 qui n'est pas autant une saison de transition qu'on pourrait le penser. Elle a quand même ses petites particularités. Allez, on va basculer, messieurs, sur un peu la partie performance. À quoi s'attendre côté performance pour 2021? On l'a déjà évoqué. Est-ce que la question centrale et qui nous intéresse, je pense qu'il vous intéresse aussi, c'est est-ce que Mercedes va enfin tomber son piédestal de ses titres consécutifs depuis 2014 sans discontinuer? Ni Ferrari, ni Red Bull n'a réussi à atteindre l'étoile. Est-ce que cette année, une équipe va y arriver? Bien sûr, vous pensez à Red Bull, Ferrari, ça va être compliqué. Mercedes, Red Bull, le match. Est-ce que, avant d'arriver à Sakir pour ce premier Grand Prix de la saison 2021, vous croyez à un vrai match entre Mercedes et Red Bull? Romain, est-ce que tu crois, toi, à un vrai match entre Mercedes et Red Bull? Je suis plutôt d'accord avec ça. Je dirais que, au vu de la préparation de 2021 de l'équipe Mercedes, je dirais que Red Bull aurait un petit avantage en début de saison. Je sais pas sur combien de courses. Je sais pas si ça va être une course, 2 courses, si ça va être 10 courses. Je crois que ça va être plus serré que l'année dernière. Je pense que vu que Pérez est arrivé par rapport au deuxième pilote qui avait toujours entre guillemets un désavantage par rapport à Verstappen, que ce soit Gasly ou Albon, parce qu'ils étaient quand même tous les deux très bons. Je pense que Pérez pourra pas permettre à l'écurie Red Bull d'être moins efficace sur la deuxième voiture. Ouais. Donc, du coup, s'ils imposent le même rythme que Verstappen sur la deuxième voiture, franchement, je pense qu'il devrait marquer des gros points aux constructeurs. C'est peut-être l'année ou jamais finalement pour Red Bull, qui en plus... Bon, après on aura le gel des moteurs. Le gel des moteurs va dans leur sens. Red Bull qui va perdre Honda à la fin de cette saison. Mais c'est le moment pour Red Bull. Donc tu le disais, peut-être que cette deuxième voiture confiée à Sergio Pérez, Checo, qui prend la place d'Alex Albon, c'est vrai que Red Bull, on les suit de près. C'est forcément l'équipe croustillante de ce début de saison. Est-ce que toi, Mathieu, tu vois comment Red Bull par rapport à la lumière de ses essais hivernaux où Verstappen a fait le meilleur temps? Est-ce que toi, tu vois aussi Red Bull plus proche de Mercedes qu'au début de la saison 2020? Ouais, je pense effectivement, je pense qu'ils sont quand même plus proches. Je suis assez d'accord avec Romain. Je pense qu'ils sont plutôt forts. On sait que aussi Red Bull a une grosse capacité à se développer en cours de saison. Donc là, ça sera intéressant de voir cette année s'ils le font toujours ou pas. Alors qu'il va falloir un moment basculer sur 2022. Pardon. Mais par contre, pour moi, surtout le gros avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'on sait que Honda mettra tout ce qu'ils peuvent pour aider jusqu'au bout Red Bull, parce qu'ils veulent sortir la tête haute de la F1. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils se sont mordus les doigts quand ils ont quitté précipitamment la F1 la fois précédente en donnant les clés du camion et les clés du titre à Braun. Donc on sait qu'ils pousseront jusqu'au bout. Surtout que derrière Red Bull va les pousser aussi vu qu'ils récupèrent la techno dans la foulée, quoi. Donc oui, je m'attends à un gros match et effectivement je pense que de
part l'apport financier de Pérez dans l'histoire. Effectivement, comme le disait Romain, je pense qu'il a négocié une égalité de traitement, en tout cas technique, par rapport à Verstappen. Donc effectivement, je pense que d'un point de vue championnat constructeur, ça peut marquer de gros points et effectivement aller jouer sérieusement avec Mercedes. Donc ça veut dire qu'on enterre Mercedes, messieurs? Guillaume, on enterre Mercedes, la diva, la W12, cette diva, c'est Toto Wolff qui le dit. Mercedes très instable du train arrière, on l'a déjà dit. Ça a à peine changé. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis la fin des essais hivernaux il y a 2 semaines à Sakir. Mais en tout cas, cette Mercedes, elle était un peu dans le dur en essai. Mais est-ce que toi, tu enterres déjà Mercedes, Guillaume? On a quand même l'impression d'être dans ce sens-là pour l'instant quand vous écoutez. Non, faut pas enterrer Mercedes. Moi, je pense que ça va faire un petit peu comme les saisons 2017-2018, quand on pensait que Sébastien Vettel pouvait jouer avec Lewis Hamilton le titre. Sauf que on connaît la capacité de réaction de Mercedes et quelque chose qui va pas, ils vont tout de suite essayer de comprendre et ils vont rapidement trouver une solution. Après, je pense que vraiment pour le championnat constructeur, comme a dit Mathieu, ça va se jouer vraiment sur Pérez-Bottas, qui va marquer le plus de points. Et ça, à ce niveau-là, je pense que le titre est jouable. Après, entre Verstappen et Hamilton, pour parler des numéros 1, je pense que Verstappen, en début de saison, va bien embêter Lewis Hamilton, mais à l'expérience, je pense que Lewis Hamilton peut s'en sortir largement. On verra dans les top 10 plus tard. Ouais, Mathieu, non, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si la Red Bull est vraiment performante, ça serait la première fois que Verstappen peut rêver au titre. En tout cas, être un sérieux candidat, parce que jusqu'à présent, il a toujours été, entre guillemets, à faire des exploits quand il le pouvait et quand Mercedes pouvait aller le pied dans le tapis. Là, pour la première fois, il deviendrait un vrai candidat. Donc, pareil, intéressant à voir en termes de gestion de saison, comment il va l'aborder. Parce que entre passer de 3e à 2e et de passer de 2e à 1er, il y a un vrai step et donc ça sera intéressant à suivre. Alors c'est vrai que messieurs, voilà, on s'enflamme, mais sur l'analyse des datas en tout cas du site officiel de la F1, avec les graphiques, on voit que sur les rythmes, le relais qualif pour l'instant c'est Red Bull qui est devant, 5 dixièmes devant Mercedes, mais sur les relais courses c'est Mercedes. Mercedes avec le plein visiblement s'en sort mieux et à peu près 3 dixièmes au tour, mais c'était à Sakir, on n'avait pas la cartographie moteur et pour l'instant Mercedes semble mieux s'en sortir avec le plein d'essence qui se confirme un peu avec les déclats du directeur de la performance de Mercedes, Andrew Chauvelin. Et c'est vrai que voilà, le match est lancé et en tout cas on l'espère, on va faire les pronostics, messieurs, en fin de ce live, bien sûr, pour voir si vous avez osé mettre Red Bull au sommet cette saison. En tout cas, on passe à la suite, parce qu'il n'y a pas que 2 équipes quand même, encore en 2021, il y a 2 équipes, et le midfield, ce milieu de peloton très serré, Marcin Budkowski, qui est l'un des tauliers d'Alpine, qui était là avec Renault depuis l'époque de Renault, et parle finalement qu'il n'y a plus de midfield, ce sera très serré, très compétitif, et dans ce midfield, on pense par exemple tout de suite, le premier nom qui nous vient en tête, ça peut être Aston Martin bien sûr, le constructeur britannique qui arrive en Formule 1, bien aidé par les sous de Lawrence Stroll, qui donc a investi dans cette équipe et qui veut en faire une équipe candidate au titre. On se lance tout de suite dans le bain, dans ce midfield. Est-ce que Aston Martin peut prendre la 3e place, comme finalement ça aurait dû être le cas l'an dernier avec Racing Point, puisqu'on rappelle Racing Point après 15 points de pénalité. Est-ce que toi, Romain, tu crois peut-être, alors tu t'es en train de voir, vas-y, Ali, c'est bon. C'est exigeant, cette. Ah ouais, vous allez pas parler là. Est-ce que toi tu crois en Aston Martin tout de suite performant d'emblée avec la nouvelle voiture pilotée par Sébastien Vettel et Lance Stroll? Ouais, parce qu'ils ont une équipe, enfin ils sont quand même bons par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier. On va pas rentrer dans le débat de pourquoi ils ont une voiture comme ça, s'il y a vraiment débat, mais du coup ils ont montré quand même des capacités à terminer régulièrement sur le podium et puis même remporter des courses. Et je pense que cette année ils seront un peu dans la même optique. Est-ce que parce que je me rappelle qu'en 2020 ils avaient quand même déçu sur certaines courses. Au début de saison. Ouais, en fait, on s'attendait tellement, on avait tellement des attentes élevées à ce niveau-là que du coup, ils nous avaient un peu déçus, quoi, parce que on pensait qu'ils allaient battre tout le temps McLaren, battre tout le temps Renault.
Au final, cette année, je pense que ça risque d'être un peu pareil, mais qu'ils vont toujours avoir un petit temps d'avance par rapport à Renault, ou Alpine. Et je pense que ça peut, ouais, je pense que bon, allez, moi je la vois vraiment troisième force de la saison. Troisième force malgré des essais hivernaux très discrets hein, pour Aston Martin qui n'a pas pu pousser le dimanche à cause d'un problème de boost sur la voiture de Vettel. Dans le match, est-ce que du coup dans ce midfield, toi Mathieu, est-ce que tu vois un midfield très compact? On parle d'Aston Martin, mais il y a McLaren, Ferrari, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, toutes ces équipes qui peuvent matcher ensemble. Toi, tu penses à un midfield, un milieu de peloton très resserré? Ouais, je pense que ça va être encore plus serré que l'année dernière. Je pense que ça, c'est assez clair. Moi, par contre, je mettrais plutôt McLaren en numéro 3. L'année dernière, c'était déjà très fort. Là, ils ont récupéré le moteur Mercedes, qui est de loin le meilleur du plateau. Donc, je pense que la combinaison des deux, ça peut être très fort. Donc, moi, je les mettrais plutôt devant. Je pense que Ferrari sera plus proche que l'année dernière. Enfin, ils ont vécu une saison catastrophique et très rapidement, ils ont tiré un trait dessus. Franchement, j'y crois pas. Plus ils avaient un pilote démodé. Donc pour moi, ils seront plus proches que les derniers. Bah toi, Romain, on a basculé sur Ferrari finalement dans ce midfield. Non, mais de toute façon, on peut pas vraiment savoir. Hein. Non, mais bon, ça va être serré. En fait, ça prouve bien que ça va être serré, parce qu'en fait, du coup, on ne sait pas trop qui vraiment mettre troisième, on ne sait pas trop comment Ferrari va réagir. Et je pense que, ouais, donc en fait, ça prouve vraiment que le midfield, comme tu dis, c'est resserré et qu'en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre et qu'il va y avoir plein de surprises, hormis peut-être Mercedes et puis Red Bull, quoi. Peut-être qu'à mon avis, ça se trouve, même sur certaines courses, McLaren, comme tu dis, peut bénéficier du moteur Mercedes et du coup, sur les circuits peut-être puissants, qui demandent de la puissance, ils vont peut-être être rapides et peut-être qu'ils vont être même devant Red Bull, si ça se trouve. McLaren qui est passé au moteur Mercedes, ça s'est fait pour l'instant en tout cas, ça s'est fait tout seul. Les problèmes vont peut-être apparaître, hein, c'est comme quand on fait un premier live Twitch, les problèmes apparaissent 5 minutes avant la course. Voilà. Je sais pas pourquoi tu dis ça, franchement, je sais pas. Non, mais McLaren, moi je mettrais une petite pièce sur McLaren quand même. T'en penses quoi, Guillaume? McLaren qui a très bien intégré son moteur, qui a Daniel Ricciardo en plus, qui a fin de victoire, qui a envie de dépasser avec Lando Norris qui sera là aussi. Toi, moi je mets une Et d'ailleurs, les gars, on en parle de Ricciardo qui n'a pas tout donné sur la fin de saison 2020 pour laisser McLaren arriver sur 2021 en troisième position. Ça parle de ça ou pas? Ça dénonce. Bah écoute, en tout cas, après on peut le comprendre, hein, on peut le comprendre finalement. Plus de moyens, forcément. Tu te mets à sa place, Romain. Peut-être qu'à un moment tu soulages un petit peu, mais bon. Daniel Ricciardo avait quand même fait un podium, a ramené des podiums à Renault et a fait un tatouage pour Cyril Abitboul qui n'est plus là. Regarde peut-être ce live ce soir, Cyril Abitboul. Qui a même qui le regarde. Ah oui, qui va peut-être revenir, hein, Cyril Abitboul. En tout cas, oui, parce qu'il a porté Renault. On avait eu l'occasion de l'interviewer pour Motors Inside à Monaco, dans le paddock de Monaco en 2018. Il fixait le plan de Renault de revenir vers les sommets. Alpine revient vers les sommets. Toi, Guillaume, dans ce midfield, je parlais de McLaren, moi je mets une pièce sur McLaren. Tu mets une pièce sur qui, toi, dans ce midfield, Guillaume, avec ce qu'on a vu pour l'instant? Pour la troisième place, je suis également sur McLaren. Je pense que j'étais très surpris justement de l'adaptation du moteur Mercedes. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de problèmes que ça. Et ils étaient hyper compétitifs. On a vu qu'ils ont vraiment techniquement des bases très solides. Ils ont recruté Ricciardo, c'est pas pour rien. À mon avis, ils visent vraiment à revenir sur le haut du tableau. Ferrari, je pense que ça ira un petit peu mieux. De toute façon, on le verra tout de suite si ça va mieux ou pas au niveau du moteur. Surtout, on verra les Alfa Romeo si elles peuvent se rapprocher de la fin du midfield. Par contre, moi, pour Aston Martin, je suis assez sceptique. Je pense que Vettel, il va besoin de retrouver la confiance, il va besoin d'avoir un temps d'adaptation, et ce temps d'adaptation, il va falloir qu'il soit le plus court possible, parce que Lance Stroll, on a vu qu'il manquait beaucoup d'occasions, il était très rapide sur certaines courses, mais manquait beaucoup d'occasions quand elle se présentait. Donc du coup, je suis un peu plus sceptique sur Aston Martin, mais sinon, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. McLaren, troisième force. McLaren, troisième force, on parle un peu de ces grosses équipes, hein, du midfield. On a un peu évoqué le cas de Ferrari.
a aussi juste un truc qui me paraît aussi important, c'est à quel moment les équipes, ça on le sait pas du tout, mais à quel moment les équipes vont considérer le développement sur l'année prochaine, sachant que c'est finalement un très très gros palier. Et du coup, est-ce que par exemple Aston, voilà, ils ont un peu cette image de copieur, de récupération des pièces des autres équipes de Mercedes en l'occurrence. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent se dire, bon bah voilà, avec tout ce qu'on a mis comme effort, on peut considérer que la voiture elle est déjà terminée pour 2021 et puis ils vont se concentrer sur 2022, ce qui fait qu'au final peut-être des équipes comme Renault, enfin Alpine peuvent peut-être se rapprocher plus de ce qu'aurait pu faire Aston en fin de saison, quoi. Après, après, Aston Martin n'a pas copié, ils ont d'excellents photographes quand même. Donc c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est des longues vues, hein. Bon, ça y est, c'est Julien Ferraud qui avait fait, voilà, je copie un peu la Julien Ferraud comme Racing Point avec Mercedes, et qui avait dit ça pour un peu défendre, bien sûr, se faire l'avocat du diable d'Aston Martin. Mais dans ce midfield, tu l'as dit Romain, Ferrari. Alors Ferrari, bien sûr, la mythique écurie de la Scuderia qui arrive cette année avec un duo qui n'a jamais été aussi jeune finalement. Ça fait depuis 1968 qu'on n'a pas eu un duo aussi jeune du côté de la Scuderia Ferrari. Et toi, tu étais très critique, Romain. Tu penses que déjà la Scuderia va continuer quelque part de rester dans les bas-fonds d'un classement qui n'est pas dans son statut. Vous ne croyez pas, messieurs, en Ferrari? Qui croit en Ferrari là, cette saison? Moi, je pense que je crois en Ferrari, mais pas au niveau auquel on les a connus ces dernières années. C'est-à-dire, on va quand même, il y a un tellement gros step, on part tellement loin que finalement, ils ont vraiment arrêté très tôt le développement de la voiture de l'année dernière pour se concentrer sur 2021. Donc, avec l'arrivée de Sainz qui va remonter peut-être un petit en course, je pense que sur certaines choses, on peut voir en McLaren en troisième force pour l'avoir, je pense. Mais sur la longueur du championnat, je pense que McLaren a largement McLaren, on peut aussi Ferrari par exemple. Voilà. Alors j'allais dire, on voit la belle Ferrari, donc on voit la Ferrari de 2021 avec Sébastien Vettel. Oui, elle est belle, arrêtez quand même. Oui, c'est pas blanche. À la place de Vanderbilt, on a fait le classement des livrets. Et la Ferrari sur les clubs, pas dans son club, cette nouvelle Ferrari là qu'on voit derrière nous. Bah en fait non, moi je trouve ça plutôt malin en fait de leur part, parce qu'en fait un sponsor il est fait, bon on en parle, donc alors il faut préciser les gars que Mathieu est le spécialiste business en mettant de side. Du coup les sponsors tout ça il connaît tout et ce qu'il va dire c'est très intéressant et je suis d'accord avec lui. Bah ouais, parce qu'en fait, au final, parce que elle aurait été blanche, enfin les bandes auraient été blanches, absolument personne n'en aurait parlé parce que c'était beau. Mais là, au final, tout le monde s'est jeté sur ce truc-là parce que c'est la seule nouveauté, enfin la grosse nouveauté en termes de sponsors. Et du coup, tout le monde en a parlé. Donc d'un point de vue commercial, moi je trouve ça plutôt malin de leur part. Après, les goûts, les couleurs, c'est clair. C'est exactement comme la dernière BWT avec Racing Point. C'était rose. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais au moins on savait que c'était une Racing Point. Una tout le monde parlait des panthères roses e donc no, gloriosa plutôt non è certamente garanzia di vittoria. Nel nostro sport è fondamentale una attenzione maniacale alle proprie aree di miglioramento, imparare costantemente dall'esperienza, dagli errori, dalle sconfitte e poi lavorare sodo con umiltà. Ed è questa consapevolezza unitamente alla nostra passione, unitamente alle competenze. Est-ce que toi, tu vois la Ferrari sur les datas? Alors, bien sûr, voilà, on ne faut pas s'accrocher à ces datas, mais on en parle quand même. Ferrari était à peu près à la 8e place en simulation qualif, 6e en simulation course, selon les données de la F1. Toi, tu vois Ferrari à quel niveau dans ce midfield, Mathieu? Non, moi, en fait, je les vois. Je pense que la lutte va être avec Aston Martin. Je les verrai plutôt à ce niveau-là, parce que ils sont. Ça va être quand même mieux que l'année dernière. Je pense que Sainz aussi aura faim, donc va marquer des points constructeurs que Vettel a pu lâcher l'année dernière. Donc je pense que la somme de tout, il y a quand même un tout nouveau moteur qui on espère serait quand même plus performant que l'ancienne génération. Donc dans l'ensemble, pour moi, ça ne peut que s'améliorer après une saison qui a été quand même désastreuse. Hein. C'est quand même la pire saison de Ferrari depuis 1980. Donc pour moi, ça ne peut que remonter. Et clairement, si ça ne remonte pas, on aura encore le droit à une révolution à Maranello, ils vont encore virer tout le monde, et on sera encore reparti pour des années de transition, quoi.
La version Ferrari 4.0, comme peut-être Valtteri Bottas cette saison en 2021, s'il arrive à décrocher la manche d'ouverture. En tout cas, on va avancer, messieurs, vers un peu le fond de la. Finalement, on fait comme dans l'émission La Grille sur Canal+, mais dans le sens où... Un truc intéressant qu'il fallait préciser, je pense, sur la Ferrari, c'est pour honorer le millième GP, quand même, avec cette couleur rouge foncé sur la voiture qui... Bon, je pense qu'ils auraient pu mieux. Bon, on n'est pas designer, quoi, mais ils auraient quand même pu intégrer peut-être ça un peu différemment. Mais c'est vrai que ça change un peu, c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est ce petit style, mais voilà, on a les bandes vertes. Mais Mathieu, tu nous disais que c'était bien joué pour Ferrari. C'est ça qu'on en a parlé, cette nouvelle Ferrari, en tout cas dans la livrée. Allez, je vous la montre parce que bon, quand même, c'est important. Voilà. C'est important, la nouvelle. Vas-y, je te laisse avancer. Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais on va avancer. Comme je disais, on redescend la grille finalement dans le sens inverse, un peu plus vers là. On est au milieu fin de grille on avance rapidement avec AlphaTauri, bien sûr, l'équipe de Pierre Gasly et l'exploit l'an dernier décroché par Pierre Gasly. Pierre Gasly, je pense vous l'avez vu passer, messieurs, cette très belle lettre qu'a diffusée Pierre Gasly sur un site anglophone, le site The Players Tribune, un peu là où les sportifs peuvent exprimer leur point de vue ou longue tribune. Et là, Pierre Gasly a rendu hommage à Antoine Hubert, bien sûr, qui nous a quitté à Spa en 2019. Et ce tournant un peu de Pierre Gasly dans sa carrière, qui s'est joué à l'été 2019. Et c'est vrai que Pierre Gasly, depuis vraiment quelque chose de fantastique, un parcours fantastique, et a su amener AlphaTauri au sommet. Est-ce que cette saison, est-ce qu'il pourra nous faire de nouveau rêver avec une victoire ou au moins un podium? Qui croit ici, autour de cette table virtuelle, bien sûr, une grosse performance, un gros coup de Pierre Gasly. Est-ce que toi, Guillaume, tu crois que AlphaTauri peut aller encore plus haut au classement cette saison? Pour moi, c'est l'inconnu de la saison. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien se retrouver 5e, comme ils peuvent être 7e, comme ils étaient l'an dernier. En fait, un gros coup de Pierre Gasly, on peut carrément s'y attendre cette année. On sait le coup de volant qu'il a. Si en plus le moteur Honda donne satisfaction, il aura avec celui-là une arme pour se défendre mieux face au midfield. Donc ça, c'est intéressant. Il y a Tsunoda qui arrive, qui pour le moment s'intègre très bien. Donc à voir. Pour moi, c'est vraiment AlphaTauri. On peut pas dire à quelle place ils vont finir. C'est vraiment l'inconnu. On sait pas, puisque la voiture a l'air d'avoir des bases saines. Donc on peut s'attendre à un bon début de saison. Est-ce que ça va poursuivre pour la fin de saison? À voir. Mais un gros coup de Pierre Gasly, oui, on peut s'y attendre. Ouais, un gros coup de Pierre Gasly et peut-être un nouveau podium. On parlera des pronostics aussi dans quelques instants. Toi, Mathieu, tu vois, on parle de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui a fini deuxième des essais privés. C'est vrai qu'on l'attend avec impatience. Yuki Tsunoda qui ouvre le DRS apparemment, même en rentrant chez lui à l'hôtel pour améliorer ses performances. Mais c'est vrai qu'il a épaté. Helmut Marko a dit que le petit, de façon amicale bien sûr, Yuki Tsunoda a fait une performance sensationnelle à Sakir, mais il peut être très grand ce Yuki Tsunoda cette saison. Tu crois, toi, en une grosse saison d'AlphaTauri, Mathieu, avec ce duo Gasly-Tsunoda? Ouais, c'est sûr que c'est un gros duo de pilotes, de jeunes pilotes. Tsunoda, l'année dernière, on l'a vu en F2, il a fait une très belle saison, il a bien construit son championnat, il savait qu'il devait finir dans le top 5 pour pouvoir avoir sa super licence, il a rempli l'objectif. Non, ça, je pense que c'est un gros plus pour l'équipe. Clairement, par rapport à un Gviat un peu démotivé et qui donnait plus, qui allait pas jusqu'au bout, clairement, je pense que c'est un gros plus. Par contre, c'est clairement une saison charnière pour Gasly, qui maintenant s'impose comme un peu un des piliers de ce paddock. C'est plus un jeune pilote. Il a rentré dans le cercle des vainqueurs l'année dernière. Et maintenant, en fait, la vraie question, c'est comment il peut se positionner pour l'avenir, parce que clairement, la filière Red Bull, on lui a fait comprendre qu'il était plus prioritaire, et je pense qu'il a aucune intention de retourner chez Red Bull. Du coup, la question, c'est où est-ce qu'il va, quoi. Et donc, il doit encore continuer à se montrer, continuer à faire des gros résultats pour que l'une des équipes au-dessus se disent que de le prendre, parce que sinon ses perspectives peuvent être limitées. Donc grosse saison à enjeu pour lui.
On voit des premiers contacts passer sur des sites anglophones de Pierre Gasly avec l'écurie Alpine, pourquoi pas pour remplacer Ocon, mais ça reste bien sûr à vérifier, on en est encore très loin. Mais c'est vrai que Pierre Gasly, finalement, soit ce projet, c'est de porter AlphaTauri, on sait que Red Bull veut qu'AlphaTauri soit une équipe indépendante, de plus en plus indépendante et remonter vers le haut de la grille ou partir vers une grosse équipe. En tout cas, voilà pour le sort d'AlphaTauri, et il nous reste 3 équipes à évoquer dans cette présentation. Il y a Alfa Romeo, l'équipe de Fred Vasseur, qui était l'invité du lancement un peu de la saison sur Canal dans l'émission en Paul. Alfa Romeo avec un meilleur moteur Ferrari, ça pourrait peut-être mieux se passer que l'an dernier. Toi, tu penses que Kimi Räikkönen est encore motivé du haut de ses 41 printemps? Romain, est-ce que tu penses que Kimi Räikkönen peut encore nous faire un gros coup cette année au volant de l'Alfa Romeo? C'est difficile à dire, mais bon, déjà, il n'a pas la bonne voiture, je pense, pour le faire. Après, c'est pareil, apparemment, le moteur Ferrari aurait repris sur les 70 chevaux estimés qu'ils avaient perdus par rapport au petit deal avec la FIA. Ils auraient repris 50%, 60%, c'est pas trop. Du coup, c'est pas suffisant clairement pour briller, quoi. Après, est-ce que ça, finalement, est-ce que c'est ce que recherche Raikkonen? Je sais pas, quoi. Ouais, Raikkonen, Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Ouais, messieurs, c'est vrai qu'on est partagé. Mathieu, toi, t'en penses quoi de Kimi, de Iceman? Bon, moi, je pense qu'il est dans la bonne équipe. En fait, je pense il le laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Et clairement, il est loin d'être ridicule. On a quand même vu des pilotes dans le passé qui, en fin de carrière, pouvaient vraiment s'effondrer en termes de performance. Donc non, moi, je pense qu'il est au bon endroit. Je pense qu'il saura marquer des points si les opportunités se présentent. Moi, l'inconnu, c'est plus de l'autre côté du garage, Giovinazzi. Où en fait je ne comprends pas en fait que Ferrari continue à le soutenir pour une 3e saison chez Alpha. Et on peut pas dire qu'il était bluffant sur les 2 premières. Ferrari a la chance d'avoir un pool de jeunes pilotes quand même assez extraordinaire, notamment avec Robert Schwartzman ou Callum Ilott qui ont fait des grosses performances et aurait eu tout aussi pu avoir la chance d'être promu. Donc moi c'est un peu ça l'inconnu, l'incompréhension du maintien. Ouais, je suis d'accord. À part la nationalité italienne. C'est ça, clairement, c'est parce qu'il est italien. Après, ça me fait rire parce que bon, vraiment, c'est un peu comme Alpine qui veut un pilote français ou Mercedes qui voudrait un pilote allemand. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais pourquoi aujourd'hui un constructeur automobile qui est présent internationalement voudrait... Enfin, moi, ça, Mathieu, peut-être que tu peux m'aider à comprendre, mais du coup, je vois pas pourquoi l'intérêt d'avoir un pilote de l'origine du constructeur, quoi. C'est Ferrari, côté italien, où on sait qu'ils rêvent de faire revenir un italien. Parce que pour moi, autant Alpine avec Ocon, c'est quand même un autre niveau que Giovinazzi. Donc ça, à la limite, pour eux, c'est plus, entre guillemets, coup de chance, il est français, mais c'est avant tout qu'il est quand même vraiment bon. Mais par contre, Ferrari, on sait qu'ils ont ce rêve de faire regagner un pilote italien au sein de la Scuderia, quoi. Donc là, on est plus sur de l'émotionnel que sur du rationnel, c'est clair. Oh, on tape pas. En tout cas, on analyse la place d'Antonio Giovinazzi qui a meilleur résultat, une 9e place l'an dernier au Grand Prix d'Autriche. C'est vrai qu'il y a une saison assez discrète. Toi, Guillaume, t'es là pour le défendre, ou est-ce que tu penses qu'Antonio Giovinazzi a le feu aux fesses, j'allais dire, par rapport à son baquet pour la suite? Il se doit de performer, clairement, parce que là, selon la performance de Schwartzman et consorts, il va, à mon avis, c'est sa dernière saison. Déjà, je comprends pas qu'ils aient laissé Callum Ilott après la saison qu'il a fait face à Mick Schumacher de côté. Il va faire un programme en endurance, il est 3e pilote Ferrari. Il avait complètement le niveau pour au moins avoir sa chance en F1 et être 3e pilote. C'est peut-être une voie de garage pour Ilott, parce que Schwartzman est vraiment bon et il va dans l'équipe qu'il est, il va jouer le titre en F2. Donc si jamais un volant se libère, à mon avis, pour moi, ce sera Schwartzman. Donc, laisser Ilott, qu'ils ont formé depuis la F4, finalement, et de côté pour Giovinazzi, finalement, pour moi, c'est vraiment un mauvais choix. Après, à lui de nous faire mentir.
Ouais, lui, il a toute la saison, il a ses 23 grands prix, si la situation sanitaire tient le coup et si on n'a pas d'annulation. Mais en tout cas, il a les cartes en main, Antonio Giovinazzi, pour continuer l'aventure avec Alfa Romeo. Allez, messieurs, il nous reste deux équipes encore. Des équipes qu'on pourrait peut-être dire équipes un peu larguées de ce grand midfield là qu'on a analysé depuis une vingtaine de minutes. On pense bien sûr à As et Williams, deux dynamiques différentes, puisque Williams, et on l'a vu encore aujourd'hui, avec une nouvelle nomination, en tout cas aux côtés de Jost Capito, qui est le PDG, qui est l'ex-patron de Volkswagen Motorsport, et qui est donc à la tête de Williams. On a aussi François-Xavier Demaison, un ancien de Volkswagen Motorsport, de l'aventure avec Seb Ogier, qui rejoint Williams à la direction technique. Williams qui se structure. Finalement, est-ce que Williams va dépasser As dès le début de saison? Qu'est-ce que tu en penses, Romain, par exemple? Voilà. Tu vois, non, franchement, c'est impossible. Non, mais franchement, moi, j'aurais plutôt dit l'inverse. Tu vois, j'aurais misé sur Williams. Donc, en fait. je disais Williams. Je ne sais pas si tu as mal entendu, c'est Williams. Ah, j'ai compris. As. Ah, Williams. Ah, ok. Non, oui. Non, mais oui, Williams. Moi, je pense qu'ils peuvent aller choper régulièrement des top 10. Mais en fait, ça va être au cas par cas, selon les accidents, selon les accrochages qu'il y aura eu au départ. Et je pense que par rapport à 2020, où en fait les équipes comme Williams et As, c'était très exceptionnel qu'ils marquent des points. Cette année, ils vont pouvoir, je pense, plus facilement marquer des points. Après, ça restera pas régulier, quoi. Je pense. Mais voilà. Ouais. Franchement, j'ai pas envie de me mouiller plus que ça parce que ça va être compliqué. Il peut aller chercher la Q3 avec George Russell. Mais par contre, comme tu dis, la restructuration qu'ils sont en train de mettre en place, je pense que ça peut porter leurs fruits. Malheureusement pour eux, ils vont perdre Russell dans pas trop longtemps parce qu'il va aller chez Mercedes dans un avenir proche. Ça fait 2 ans qu'on dit que George Russell vacille dans un avenir proche, mais c'est vrai que ça se rapproche peut-être finalement. Ça se rapproche de plus en plus. Chaque jour qui passe, le rapproche de Mercedes peut-être. On disait ça aussi avec Ocon, malheureusement, à une certaine époque. Mais quelque part, si Bottas revient chez Williams, peut-être qu'il va être aussi performant. Bottas chez Williams, alors on pourrait faire une émission de transfert, mais Bottas chez Williams, ce serait quand même très étonnant. On verrait plutôt Bottas, je sais pas messieurs, vers le rallye, s'il quitte Mercedes. Mais en tout cas, Williams, voilà une équipe un peu instable, pas une voiture. Sinon, il pourrait monter une équipe de vélo avec Alonso. Oui. Bon, ça réussit pas trop à Alonso apparemment. Oui, à ce moment, attention, Alonso là qui va commencer. C'est déjà cassé les dents. Fernando Alonso qui fait son retour et qui a un peu diminué, mais bon, on espère bien sûr que Fernando va nous sortir tout de suite un beau premier Grand Prix. On parle de Williams et As. On finit avec Williams, une voiture configuration extrêmement une configuration extrême, extrêmement extrême, vous allez dire, mais en tout cas, une voiture qui visiblement est très sensible au vent, selon ce que nous dit George Russell. Donc, est-ce que Williams sera devant As? Tu vois les dynamiques, Mathieu, je te vois lever les yeux au ciel. Tu crois, toi, Williams devant As dès ce week-end? En fait, je pense que. En fait, le problème, c'est que As, je les vois tellement mauvais que c'est possible que Williams passe devant. Mais franchement, que ça soit. Pour moi, Williams, en fait, ils sont en train de tout mettre en place pour l'avenir. Et je pense que en 22, effectivement, avec la nouvelle structure technique et autres qui sont en train de mettre en place, avec des gens qui savent gagner, qui savent remonter, avec des financements derrière, je pense qu'effectivement pour gérer la transition vers 22, pourquoi pas, et ça sera à surveiller. Mais par contre, de là à dire qu'ils vont être des prétendants réguliers au top 10, à part si tous les autres se rentrent dedans et ou qu'il y a eu un tsunami sur la piste, vraiment, j'ai pas beaucoup d'espoir malheureusement pour ces formations là. Ouais, pour ces formations. On en parle de la livrée, les gars, ou moi j'aime beaucoup. Moi je suis team j'adore, perso. Moi je me cache les yeux parce que je trouve. En plus là tu montres, c'est vraiment l'arrière qui est bizarre. L'avant encore ça va, mais l'arrière, je sais pas toi Guillaume, mais l'arrière c'est dur. Ah ouais, non, la livrée, franchement, c'est un raté. Pour moi, je pense, pour mes goûts personnels, en tout cas, pour moi, c'est raté. Pour revenir à Williams, je
pense que oui, ce sera devant As même dès ce week-end, parce que bon, déjà George Russell a l'expérience comparé au pilote As, il a le talent également. Et on l'oublie souvent, mais Latifi a pas fait une mauvaise saison l'année dernière. Il était le seul rookie. Il a fait plusieurs 11e places. Il a pas marqué de points. Il a pas marqué les esprits non plus, mais c'est pas ce qu'on lui demandait. Et finalement, on va voir vraiment son vrai niveau cette année. Donc, à voir si Latifi pourra aider Russell et Williams finalement à faire progresser l'écurie. Et puis, comme l'a dit Mathieu, c'est tellement la décadence, la débandade que finalement, on les voit au fond du trou, quoi. Ah, ça la ramasse pour le début de saison. Oh là là. Bien trouvé. Oui, bon, pas le premier, je ne serai pas le dernier non plus. Je ne serai pas le dernier non plus à faire ces jeux de mots. Je pense à Will Buxton en anglais aussi. Mais les gars, là, on est d'accord que vous dites ça basé sur le fait que c'est des nouveaux pilotes, basé sur le fait que en fait ils ont jamais roulé en F1 vraiment, et basé sur le fait qu'ils aient que 3 jours d'essai. Mais si vous leur laissez, je pense que vous leur laissez 4-5 grands prix. À mon avis, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas concurrence à Williams ou à des équipes. Même Alfa Romeo. Enfin, clairement sur le premier Grand Prix, il faut pas s'attendre. Ils vont clairement être. S'ils sont pas derniers, c'est que Williams a vraiment raté un truc. Mais par contre, en termes de peut-être le moteur Ferrari qui a repris de la puissance, ils ont quand même vu que l'année dernière ils avaient pas géré leur saison. Et je pense qu'en fait, dès le début de la saison, ils ont dit on switch sur 2021. Donc en fait, finalement, ils sont peut-être, même si en apparence comme ça, ils ont l'air un peu la ramasse avec avec des pilotes comme ça. Moi, je pense que ça peut quand même jouer des tours à Williams. Moi, finalement, c'est techniquement que ça va pas. En fait, ils vont avoir une voiture de l'année dernière. Tu dis ils ont basculé sur 2021, c'est vrai, mais finalement ils ont pas d'évolution de voiture. Il y a vraiment pas grand chose qui change. Et en plus, ils disent qu'ils vont pas avoir d'amélioration, donc ça va pas, ça va pas aller en s'améliorant. Après, oui, honnêtement, Mick Schumacher et Mazepin, parce que bon, Mazepin, si on met à part la partie humaine, on va dire niveau pilote, c'est pas si mauvais que ça en a l'air. Donc, disons que bon, voilà, il va au fur et à mesure. Les deux pilotes sont bons, quoi. Oui. C'est quand même 2 salles de ambiance, Nikita Mazepin et Mick Schumacher. C'est différent. Mick Schumacher on l'a vu en F2, doit construire un peu ses saisons. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est là cette saison, ils n'ont pas le temps, mais de toute façon, pour moi, ils seront largués cette voiture. Et à peine une évolution, ce n'est même pas une évolution de la 2020, puisque c'est la même quasiment que de 2020. Ils n'ont pas utilisé leur jeton. Nikita Mazepin aussi est un jeune pilote inexpérimenté, peut-être pas aussi, je pense qu'il va peut-être quand même se calmer, on attend des frasques, mais il sait qu'il doit se tenir. Ah Mathieu, toi tu penses que Nikita Mazepin va faire parler de lui? Bon, ça après on verra ce qui se passera en coulisses, en tout cas on suivra ça, mais toi tu vois comment ce début de saison avec ce duo, donc on voit à l'image la nouvelle As avec ce partenariat qui va être de plus en plus prononcé avec l'entreprise tout simplement du père de Nikita Mazepin, Uralkali, Dimitri Mazepin. Toi, tu vois comment ce duo Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Mathieu? Pour moi, d'un point de vue pilote, en fait, au final, je trouve que c'est plutôt un bon duo. Parce que pour moi, Mazepin, c'est pas un pilote inexpérimenté. Parce que vu le programme d'entraînement qui s'est acheté auprès de Mercedes ces dernières saisons, enfin clairement, il sait ce que c'est une voiture de F1. En F2, il était loin d'être ridicule. Il a gagné des courses. Il a su justifier d'être là. Oui, ok, son père lui apporte un énorme financement, ça c'est clair, mais c'est pas le seul, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais par contre, moi, c'est plus d'un point de vue technique où l'équipe n'a fait absolument aucun investissement ces dernières saisons. Ils ont déjà dit qu'ils en feraient aucun cette année. Par contre, en fait pour moi, c'est vu l'argent qui va être mis sur la table par le père Mazepin, ça peut être une bonne surprise pour la saison prochaine aussi, parce que là, on sait que cette année, ils feront absolument rien en développement. Donc, en termes ça laisse de la place du coup pour 22 coups. Pour cette année, ça est mal parti. C'est mal parti sur le papier, mais bon, voilà, on peut. On en parlait tout à l'heure de Giovinazzi chez Alpha. Pour moi, c'est vraiment pas un cadeau que Ferrari fait à Mick Schumacher de le mettre chez As. Clairement, il l'aurait mis chez Alpha. Il aurait été dans un univers beaucoup plus confortable, où il aurait été avec un pilote avec une énorme expérience à côté de lui pour le tirer vers le haut. On sait que Ferrari veut faire monter Mick Schumacher dans la maison mère dans les années à venir. Enfin, c'est écrit d'avance.
Donc je trouve que c'est vraiment pas un cadeau de lui faire de le faire commencer chez Haas dans ces conditions-là. Ouais, c'est vrai. Un peu cadeau empoisonné, finalement, pour Mick Schumacher, qui sera l'un des 3 rookies cette saison, avec Nikita Mazepin et Yuki Tsunoda. On voit alors, la belle, c'est pareil, la livrée de cette voiture qui a beaucoup divisé aussi dans notre article sur les livrets. Et on sent vraiment que cette voiture divise. En tout cas, elle occupera certainement le fond du paquet. Allez, on a un peu déjà évoqué, mais on va se mouiller vraiment dans les pronostics. Les pronostics de cette saison 2021, des pronostics d'ensemble. Alors, on va pas faire le top 20 des pilotes, mais dans le top 10, dans le titre, la course au titre, on le disait, on a un peu divisé. Peut-être Mathieu, dans ton pronostic du top 10 du classement des pilotes, ou en tout cas déjà ton top 3 final de la saison du classement des pilotes. L'instant est solennel, nous n'avons pas encore de jingle roulement de tambour. Mais quel pilote? Attention, ça peut être clippé. Ça peut être clippé. Attention Mathieu, c'est toi qui te lances en premier. Allez, c'est parti. De la saison 2021. Allez, moi je mets donc Hamilton, Verstappen et je pense une énorme lutte pour la 3e place. Mais je vais quand même mettre une pièce quand même sur Perez qui fera mieux que Bottas et Ricciardo. C'est même possible que Ricciardo soit devant Bottas. Ah ouais, carrément. Bottas 5e. J'ai le même top 3 que toi, Mathieu. Hamilton, Verstappen, Bottas. Je vois vraiment une course un sprint, j'espère. En tout cas, j'espère aussi, je pense. On n'a pas eu de course au titre vraiment intense depuis. Juste, et les gars, il a dit 3e Bottas ou pas 3e Non, Bottas? Pérez. Non, il a dit 3e. Pérez, 3e. Ah, Pérez, grosse 3e. lutte, mais Pérez devant. Ouais. C'est une belle Donc, cote. Tu vois pardon, une plus je t'ai grosse coupé, lutte. Alex. Tu vois une plus grosse lutte finalement, Mathieu, parce que tu parles du top 3, enfin de la 3e place, mais pour revenir sur la course au titre, tu vois une course au titre entre Hamilton et Verstappen ou plutôt un écart au-dessus de 50 points pour Hamilton? Je ne mettrai pas un énorme écart, mais je pense que ça sera joué avant la dernière course. Je pense qu'en fait, sur la longueur des 23 courses, petit à petit, Hamilton fera ce qu'il faut pour créer un écart et se faire un matelas de sécurité et sera en mesure de gérer tranquillement son 8e titre. Mais il y aura quand même match. Ça sera pas, il se baladera pas comme l'année dernière. 2020, 124 points d'écart. C'est ça. C'est ça. Après, on a 124 points sur 17 courses sur 117. C'est ça. Là, il y en a 22. Donc 240 points d'avance pour Hamilton. Tu vois ça comme ça, Romain, pour la fin de saison? Quel est ton top 3 de ce championnat du monde 2021? Bah, je vois Hamilton aussi, mais ouais, un peu comme vous le dites, de justesse. Voilà. Donc, 50 points. Ouais, 50 points, c'est voilà. Mais par contre, en 2e, j'aurais mis Perez. Moi, cette année, je mets ma petite pièce sur Perez. Ah, la pièce Ah, Perez. ouais. Je mets ma petite pièce sur Perez et du coup, je mets ma 3e pièce sur Verstappen. Ouais. Vas-y. Après, c'est vrai que selon comment ça va se passer, moi, je crois qu'il va y avoir clash, qu'il va y avoir clash sur Perez Verstappen cette année. Ah ouais. Et en fait, le problème, si on se rappelle un peu des Weber avec Vettel ou des choses comme ça, on peut perdre des voitures comme ça en piste, quoi. Donc, on peut marquer moins de points. Donc, à voir comment ça risque de se passer. Après, Verstappen, franchement, il est assez clean en piste. Donc ça peut. Je pense qu'ils sont assez respectueux tous les deux. Si vous vous rappelez bien, Ocon et Perez, c'était pas la folie, hein, chez Racing Point. 2018, ça. Force India à l'époque. 2018, Spa-Francorchamps notamment, les deux pilotes, le clash au 2017, hein, je crois en tout cas 2017 ou 2018, c'est sûr c'était à Spa dans la descente avant d'entamer le Radio après la Suisse. Ouais, puis il y a eu quoi? Il y a eu Azerbaïdjan, il me semble. Ouais, voilà, à Bakou, où il y a eu un autre accrochage et Singapour, voilà. Donc bon, Perez il lâche pas, si Verstappen il lâche pas non plus et qu'ils sont proches, je pense que ça risque de clasher. Donc, en fait, surtout que Perez, il sait que c'est la chance de sa vie, quoi. Enfin, ça fait toute sa vie. Mais clairement, il va gagner des courses. Ouais, c'est clair. Mais tu le vois. Mais après Perez, c'est une chance unique. On le voit. Je l'imagine pas moi, rentrer dans l'art comme ça tout de suite de Verstappen. Peut-être après s'il prend la confiance. Toi, Guillaume, ton top 3, on n'a pas entendu ton top 3, il me semble. Non, moi je suis parti sur quelque chose d'assez classique, je pense. Hamilton, Verstappen, Bottas. Voilà, pour moi, moi je pense que Mercedes va reprendre de l'avance en cours de saison et que même si Bottas va être sacrifié, comme un peu comme je l'avais dit en début de retransmission quand j'avais dit
ça va ressembler à Hamilton-Vettel pour moi, cette lutte Hamilton-Verstappen, selon moi. Je pense que Bottas va être sacrifié sur certaines courses, mais aura sa chance sur d'autres. Donc, je pense que Hamilton, Verstappen, Bottas, c'est possible que ce soit ça le top 3. Vous remarquez, messieurs, que personne ne mise Bottas deuxième. Hein. Personne ne mise. Et même pas champion du monde. Même pas deuxième, quoi. Incroyable. Alors, tu sais que ça peut se passer en vrai, parce que regarde, Rosberg, il a mis combien de saisons avant de. C'est sa deuxième ou sa troisième? Trois dans l'air hybride et 4 si tu comptes les autres. Quoi. Donc, Bottas, ça peut. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais imagine, Hamilton, je rechoppe le Covid. Deux, trois accrochages parce qu'il y a plus de concurrence. Parce qu'il y a plus de concurrence sur la piste, donc 2-3 accrochages parce qu'il n'est pas tout le temps en pole. Parce qu'il faut dire aussi que depuis 5 ans, Hamilton, il est toujours aux avant-postes, il a la course clean. Et en fait, tu ne risques pas de faire d'erreur, quoi. Mais ce qui est dingue, c'est le nombre d'abandons que n'a pas Hamilton. Il a une série de courses sans abandon, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Ouais. Du coup, si tu rajoutes un peu de concurrence, Hamilton, tout de suite, je te rappelle, avec Alonso, c'est pareil. Il a quand même, mais je pense qu'il a quand même dominé un peu Alonso quand il était chez McLaren. Ce qui ne plaisait pas trop à Alonso. On fera des débats sur la saison 2007. On fera des débats sur la saison 2007 prochainement. Mais dès qu'il est dans le back to the future, dès qu'il est dans le peloton, tout de suite, c'est un peu moins bon, quoi. Ouais. Alors que les autres équipes, paradoxalement, Perez, Verstappen, tout ça, eux, ils ont l'habitude de démarrer en arrière. Et voilà. Donc après, je sais pas, on verra, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'Hamilton ne soit pas titré, mais. Bottas, effectivement, je pense que personne n'y pense. Pas de raison, en tout cas, vous misez Hamilton, messieurs. Alors, dans le top 10, je vais pas vous demander votre top 10 à chacun, ça va être fastidieux, mais un peu sur les enjeux et les points chauds, un peu sur alors, on voit Ricciardo en tête un peu des autres. Même Mathieu, tu le vois très proche de Bottas Perez. Est-ce que vous voyez aussi, Guillaume et Romain, Ricciardo en best of the rest? Best of the race. Pour moi, 5e, c'est la place de Daniel Ricciardo, clairement. Il n'y a pas de. Donc, les gars, vous ne pensez pas que Norris il peut concurrencer Ricciardo? Sur la longueur d'une saison, non. Ouais, non. Non, pour moi, je pense que Norris, pour moi, ça fait un bout de temps que je le pense. Je pense qu'il est un peu surcoté. Et je pense qu'il a une image de jeune pilote, et notamment sur le côté cool et autres. Au titre, en termes de titres dans les formules de promotion, c'est quand même pas si bluffant que ça. Et il a tout remporté coup sur coup quand même, Norris. Et il y a juste la F2 qu'il n'a pas remporté de la première année, il a fini deuxième. Et Ricciardo, dès qu'il a eu un peu de concurrence, il n'a pas été si bon. Hein. Parce que faut se rappeler, Ricciardo, quand il était en concurrence avec Jean-Éric Vergne, c'était très serré quand même. Même chez Toro Rosso. Mais bon, et quand il y a eu la concurrence avec Vettel, il a fait Vettel est parti. Oui, d'accord. Il est pour moi par contre c'est un peu un de mes pronos de la saison, c'est sûr qu'il y aura clash chez McLaren. Autant c'est possible, c'est chez Red Bull, mais pour moi c'est certain que ça va clasher. Mathieu, il y avait à peine la présentation de la McLaren qui était sortie, il disait déjà il y aura clash. Alors Mathieu, c'est un peu ta carte blanche finalement, parce que j'allais vous laisser une carte blanche, mais c'est ta carte blanche, toi. Un clash entre Ricciardo et Norris, ou ça sur Twitch ou sur la piste? Non, pour moi c'est déjà il y a en conférence de presse et autres, déjà c'est sûr, et alors sur la piste c'est fort possible, quoi. C'est d'avoir un Brésil de 2019 entre les Ferrari, d'avoir la même chez McLaren, ça m'étonnerait pas du tout, parce que pour le coup Norris, il estime qu'il est chez lui, parce que ça fait sa 3e saison dans l'équipe. Par contre, Ricciardo, il sait que c'est McLaren qui est venu le chercher et qui a mis le chèque qu'il fallait en face pour qu'il vienne. Donc il estime qu'il arrive comme le patron aussi, qu'il a gagné des courses, que c'est l'un des pilotes les plus recherchés du paddock. Et donc les deux ont cette image de gentil, de cool, du sourire. Mais derrière c'est des chiens féroces, et c'est sûr que ça va clasher, qu'ils voudront surtout pas laisser passer l'autre devant, quoi. Ricciardo Norris, le clash, c'est un peu ta carte blanche. J'en connais un qui a une carte blanche aussi, c'est Guillaume. Forcément, on l'a préparé, mais t'as ta carte blanche, et ça nous permet de passer à Alpine. Cette carte blanche est sur Alpine. Oui, c'est assez. Je me suis dit, carte blanche, faut miser un petit peu. Donc du coup,
Moi, je mise 4 podiums pour Alpine, dont minimum 2 pour Fernando Alonso. Alors, c'est très osé, mais je pense honnêtement que le début d'Alpine, ça va être assez compliqué parce qu'ils ont une voiture saine, mais il manque de la performance. Il y a de la performance à les tirer. Et Alonso va avoir besoin d'un temps d'adaptation pour se remettre dans le bain. Mais une fois que ce sera passé, à mon avis, une fois qu'il sera dans le circuit, c'est quelqu'un qui maximise la performance absolument. Mais oui, mais il va être bon directement. Il est déjà bon. Voilà, moi je pense que déjà quand on voyait chez McLaren, donc chez McLaren qui n'était pas dans ses meilleures années en 2015 ou 2016, il arrivait à faire 4e en Hongrie, à aller chercher des points par là. Là, Alpine a quand même des bases un peu plus saines, plus solides. Donc je pense que des podiums, c'est vachement jouable, sachant que le midfield est hyper resserré, surtout sur des courses où il peut y avoir des abandons, des aléas. Je pense que les podiums pour Alpine, c'est vachement jouable, surtout s'ils maximisent sur la fin de saison qui était assez bonne, hormis la Turquie où vraiment il y a eu un gros raté, sinon ils auraient été beaucoup plus proches de Racing Point et McLaren. Et je pense que Ocon va poursuivre quand même sa progression, même si ça va être dur de faire concurrence à Alonso. Mais pour moi, Alpine, ça peut faire 4 podiums, ce qui serait sa meilleure saison depuis son retour. Moi, je suis d'accord avec Guillaume. T'es d'accord. Je suis d'accord avec Guillaume. Moi, je mise aussi une carte blanche sur Alpine. Et après le nombre de podiums, c'est difficile de juger. Mais clairement, je pense qu'ils vont être aussi bons que ce que vous pouvez prétendre de McLaren actuellement. Et je pense qu'ils ont des choses techniquement. Je serais curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont, parce qu'en fait finalement ce gros capot moteur, ça cache pas que simplement visuellement quelque chose. C'est-à-dire que le principe du fond plat qui est vraiment plat parce que du coup ça dégage en fait les sorties d'air. Je trouve que ça peut être hyper intéressant. Et peut-être qu'ils n'ont pas encore réussi par rapport au simulateur ou peut-être que par rapport à leur conception, ils ont peut-être pas réussi vraiment à l'intégrer correctement. C'est pour ça qu'ils ont testé un deuxième capot moteur aussi pendant les essais. Mais en fait, peut-être qu'avec 2-3 grands prix, ils vont peut-être voir quelque chose d'intéressant, quoi. On verra. Donc alors Romain, on met où Alpine alors? Tu allais peut-être rebondir Mathieu sur ce que c'est marrant parce que pour moi justement en fait dans le midfield pour moi Alpine ça va être le flop de l'année, quoi. Alors à quelle place vous voyez Alpine alors du coup? Mathieu, toi tu vois à quelle place Alpine dans le midfield? 6e derrière. Ouais, mais regarde, c'est compliqué parce que à 3 grands prix de la saison, Alpine, enfin Renault, ils étaient 3e. Puis du coup après ils abandonnent ou je sais plus ce qui s'est passé. En Turquie, c'était dingue. Il y a victoire de double podium de Racing Point. Il faut qu'ils arrêtent de changer de nom, j'en peux plus. Midland. Midland. Non mais double podium à Sakir de Racing Point qui change toute la donne. McLaren qui enchaîne aussi. Et du coup Renault qui se fait larguer à ce moment-là. Mais ils étaient pas loin de faire un troisième place aussi. Donc en fait, c'était tellement serré. Puis il faut rappeler qu'il y a quand même 25 points en jeu sur une victoire. Et en fait, 25 points quand les midfield ils peuvent pas marquer plus de 6 points à chaque fois. Quand tu prends 25 points d'un coup, ça te change vraiment ta saison. Donc si comme Guillaume, on fait 4 podiums, et ça change quand même la donne, tu vois. Même si tu fais que 4 podiums dans l'année et que le reste tu fais 9e, tu vois, ça suffit. Moi je suis très curieux de voir Alonso revenir. Et en fait non seulement revenir, mais surtout comment il va évoluer dans la saison. Parce que on peut pas dire que les 3 dernières équipes où il soit allé, on peut pas dire que c'était des franches réussites. Donc et je pense qu'il est quand même loin d'être innocent entre guillemets dans les problèmes qu'il y a pu avoir dans les différentes équipes. Donc j'attends de voir. Après, il y a beaucoup de débats sur ce midfield. Ouais, Guillaume, toi, tu vas encourager Alonso. Je crois que tu es l'avocat de Fernando ce soir. Ouais, parce que pour le coup, je trouve que justement, il s'est éloigné de la F1. On pensait justement qu'il allait s'accrocher à ce rêve de 3e titre et compagnie. Une fois qu'il s'est détaché, il a quand même fait une belle petite performance en endurance. Et en fait, Alonso, c'est quand il n'est pas attendu que finalement, il est le meilleur. Quand on voit sa performance à Indianapolis, on s'attendait pas à ce qu'il aille. Il quitte la F1 pour aller à Indianapolis, il joue la gagne. Clairement, on sait qu'Alonso c'est quelqu'un qui est bon pilote, quoi. En fait, on va dire que si demain il était en concurrence avec Hamilton, vu qu'on sait qu'Hamilton c'est un très bon pilote, on saurait pas comment ça se passerait chez Mercedes. Ouais. Là, il va clairement plus dépendre de sa voiture. Donc la question c'est est-ce que finalement il va pouvoir bénéficier d'une bonne voiture?
Et voilà, donc ça, c'est un pari qu'on peut pas vraiment répondre. Mais est-ce qu'Alonso va être là? Clairement, oui, quoi. Ouais, il est déterminé, là, il est déterminé, il va avoir 40 ans, je crois, cette année, Fernando, et il est toujours là, il a envie de finir sur une bonne note avec l'équipe de ses débuts, mais voilà, on voit Alpine, ouais, dans cette bataille. Il y a Marvin 56 qui demande si un podium pour Vettel est possible cette année. Alors, messieurs, vous voyez un podium pour Vettel cette année ou pas? pour moi, oui, ouais, toi, Romain aussi, Guillaume, j'ai l'impression aussi. Oui, ça va se faire, clairement, par contre, ça va se faire, mais pour moi, ce sera justement au contraire de Mathieu. Je pense que Aston Martin, ça va être vraiment le vrai flop de la saison. Mais pour moi, Vettel, je suis d'accord avec Guillaume. En fin de saison, je pense que Vettel, une fois qu'il aura bien repris la confiance et compagnie, c'est quelqu'un qui est techniquement a un bagage très solide et je pense qu'il va beaucoup apporter à Aston Martin. Mais je pense que ce sera trop tard. Je pense que Vettel podium, oui, ça peut se faire, mais Aston Martin, où les placer? Je pense que justement, c'est la 6e place pour Aston Martin et 5e pour Alpine. Pareil. Et où mettons Ferrari alors dans ce classement? Parce que j'ai l'impression quand même que votre tendance c'est McLaren en 3. Moi, je vois Ferrari 4. Je vous mets sur la table McLaren 3, Ferrari 4, Alpine 5, juste devant Aston. Ouais, voilà, on tourne un peu. Ouais, pareil. Moi, j'inverse les deux entre Aston et Alpine, mais oui, on est globalement dans ça. Et enfin, ce qui montre qui est la beauté du truc, hein, on sait que c'est des équipes qui vont marquer régulièrement des points, que la lutte va être extrêmement serrée entre toutes, et que clairement que chaque abandon va coûter cher. Même s'il y a 23 courses, ça va lisser, mais voilà, on sait que ça va être très serré, quoi. Ouais, très serré, finalement, on parle beaucoup plus, finalement, cette bataille, elle est presque plus excitante sur le papier. Il y a plus de limites de choses à dire. On sent que cette bataille, voilà, nous intéresse pour cette 3e place. McLaren qui était 3e l'an dernier, qui un peu remet son titre en jeu. Mais derrière de ces 3 à 7, là, on parle un peu de toutes ces équipes, ou 3 à 6 en tout cas. Est-ce que l'un d'entre vous voit AlphaTauri plus haut que la 7e place, finalement, dans ce classement constructeur? Non, clairement pas. En préparant l'émission, le top 10, justement, Gasly, je savais pas trop le placer. Je l'ai mis Gasly en dehors du top 10 pour un classement pilote. Et AlphaTauri, pour moi, va dépendre beaucoup, notamment en début de saison, des performances de Gasly. Parce que Gasly va maximiser la performance tout de suite, que Tsunoda aura peut-être besoin d'un temps aussi d'adaptation, surtout sur les premières courses. C'est quelqu'un d'assez incisif. Tsunoda, il va peut-être justement dans le midfield, être incisif sur les premiers tours, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, va peut-être falloir faire un petit réglage sur Tsunoda en début de saison. Je pense que AlphaTauri, pour moi, c'est 7e. Donc AlphaTauri pas plus haut que 7 en tout cas, c'est un peu le cas pour vous aussi, messieurs. Le problème, c'est quand on regarde la saison dernière, où quand même t'as Gasly qui fait une saison exceptionnelle, qui gagne une course. Donc là, on parlait tout à l'heure des fameux 25 points d'un coup, ça fait quand même une grosse différence. Ferrari qui est nulle part, qui est de nombreuses courses marque pas un seul point. Il y a quand même un gros écart entre les deux, donc je les vois pas être en mesure de combler l'écart de points et autres, sachant qu'ils ont vécu une saison 2020 exceptionnelle, quoi. Donc moi je les mettrais 7 aussi. Pour finir ce classement, un peu, on a Alfa Romeo, j'ai l'impression que tout le monde va voir Alfa Romeo 8. Ouais. Williams et Haas, alors qui est neuf entre Williams et Haas? Moi je vote Williams. Et vous? Ouais, Williams. Il y a un Russell, il y a un Russell qui peut faire la différence. Non, mais vu que les deux risquent de ne marquer aucun point, ça va jouer à une meilleure place, 11, 12, 13. Ouais, je crois qu'avec Alpha, ça peut être plus tendu, moi. 8, 9, c'est possible pour Williams. En fait, je sais pas. En fait, moi, je pense qu'ils sont vraiment proches. Moi, je pense qu'ils sont vraiment proches du midfield et en fait, on verra. Limite, on se refait un débrief, on se fait un brief de mi-saison et puis on ajustera parce que là, c'est un peu tendu pour. Non, mais de toute façon, quand on regarde la dernière, tu vois, à Alfa Romeo, ils finissent 8e mais avec 8 points. C'est entre guillemets que 4 courses où ils marquent des points versus 2 pour Haas et 0 pour Williams. Donc là, c'est plus le midfield, c'est backfield, mais c'est serré aussi, quoi. Donc ça peut jouer à un coup du sort, comme ça peut être le cas dans le passé, quoi.
Ouais, voilà, ça va se jouer à ça. Ça peut être aussi serré finalement pour la course à la dernière place. En tout cas, tout le monde aura des revenus, hein. Il y a une époque où les 10 premières équipes étaient gagnaient de l'argent et le 11e ne gagnait pas le revenu des droits télé. Là, ce sera pas le cas. On est 10 cette année. Bah, on finit tranquillement, hein, ce live un peu de pré-saison. Peut-être quel pilote on pourra revoir sur la grille entre un Hülkenberg, un Grosjean, un Albon. On sait que malheureusement, la crise sanitaire est toujours là, le risque de la Covid traîne toujours. Quel pilote vous aimeriez voir faire une petite pige? On pense bien sûr moi je pense à Romain Grosjean qui va me manquer cette année, même si au volant de la Haas, j'aurais pas voulu le voir au volant de la Haas cette année. Mais quel pilote vous aimeriez voir pour une petite pige cette saison, messieurs? Mathieu, peut-être. Non, moi je pense qu'on pourrait voir soit un Hülkenberg qui a quand même le mérite d'être lié à personne et avoir de l'expérience et donc au final être là. Ouais, je pense à un Hülkenberg parce que un Grosjean, je pense que ça y est, il a tourné la page. Et je pense pas qu'il revienne. Il a son championnat et il a un peu sa nouvelle vie et autres. Donc, je pense qu'on le reverra au volant d'une F1 et j'espère vraiment qu'il aura l'occasion de le faire, notamment avec Mercedes, pour qu'il ait cette opportunité de rouler dans la meilleure voiture du monde. Je lui souhaite. Mais meilleure voiture du monde, waouh. Voilà, Mercedes, ouais, en F1, je pense que, on fait quand même guère mieux que ça, quoi. Donc, je lui souhaite. Mais par contre, Albon, vu qu'il est vraiment lié à la Galaxy Red Bull, à part vu que 50% des pilotes de la filière Red Bull ont déjà eu le Covid, donc normalement, il devrait plus l'avoir. Attends, il y a les variants, hein. Il y a tous les variants maintenant. C'est vrai. Donc, non, ouais, une petite pièce sur Hülkenberg qui refera une pige à droite ou à gauche, quoi. C'est vrai que c'est Nico Hülkenberg qu'on a vu l'an dernier au volant de sa Racing, pas de sa Racing Point, mais est venu en catastrophe dépanner pour Racing Point. Mais en tout cas voilà pour ce live qui se termine tout doucement. Bien sûr, on va prendre rendez-vous pour le premier Grand Prix pour débriefer. En tout cas, on l'espère débriefer avec vous. On espère que vous serez de plus en plus nombreux pour débriefer notamment le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Rapidement, un petit podium, messieurs, un petit top 3. On se dit un petit top 3. Quel est votre podium? Et on va s'en terminer là pour cette émission un peu de pré-saison. Quel vainqueur et quel top 3 pour ce podium dimanche? Moi, je mise sur une petite victoire de Verstappen. Romain, toi, tu mises sur quoi? Pareil, Verstappen, Hamilton, Perez. Ouais, Verstappen, Hamilton, Perez. Un top 3 différent, Guillaume, ou pas? Ah non, absolument le même. Et pour la pole position, ça risque d'être tendu, par contre. Je l'aime bien, ce rédacteur. On le garde. Du coup, je vais garder ma place aussi. Ce qui est direct, du coup. Mais change d'avis. Non, mais en fait, j'aimerais un doublé Red Bull avec un Perez qui se glisse devant Hamilton pour entre guillemets mettre Hamilton directement sous pression. J'ai hésité. Hein. En vrai, j'hésite avec ça. Ouais. C'est fort probable. Pourquoi pas un petit podium Verstappen, Ricardo, Hamilton? Ça serait croustillant, ça. Hamilton seulement 3e. Il faut arrêter avec Ricardo. Il va pas être là, Ricardo. Pas en début de saison. La hype de Ricardo. Non, mais en tout cas, on suivra ça avec attention. Franchement, dans ce cas, Alonso, ce serait cool. Alonso, ce serait vraiment cool. Vous imaginez, magnifique. Alonso qui débarque ce podium. Alonso Vettel. Et Raikkonen pendant qu'on y est. Bah oui, mettons Raikkonen. Bah oui, allez. Et Hülkenberg qui débarque à la dernière minute, qui remplace Nikita Mazepin, qui a le Covid. Incroyable. Et Rosberg qui filme sur YouTube. Nico Rosberg, le champion déjà de 2016. Ça fait déjà 4 ans qu'il a arrêté, Nico Rosberg. En tout cas, voilà pour cette émission d'intro un peu pour se lancer, ce shakedown de Motors Inside, cette présentation de la saison 2021, 90 minutes pour présenter cette saison. Et donc, on va se donner rendez-vous pour suivre tous ensemble cette reprise de la F1. D'abord sur Motors Inside, sur nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram, et aussi bien sûr avec les différents rendez-vous. Et peut-être, donc, on espère en tout cas vous proposer une émission débrief du premier Grand Prix de la saison. Restez connectés en tout cas pour ce premier live de la saison avec un débrief dimanche soir vers 20h. En tout cas, messieurs, je pense que vous serez là, vous, pour débriefer ce premier Grand Prix de la saison. Allez, à dimanche.
Bonne soirée et bon Grand Prix à tous. Et ben voilà, disponible avec Canal+, magnifique, pour finir. C'est pour finir sur Canal. Et oui, Non, Canal+, mais la note, Grand Prix on peut peut-être parler des horaires parce que c'est quand même important. Exactement. On a sorti le programme TV sur Motors Inside sur le site avec les premiers essais à 12h30, les premiers essais à 12h30 de ce lancement de la saison. Rendez-vous après pour les qualifs 17h, 16h samedi pour les qualifs et la course dimanche 17h. On vous tiendra au courant, en tout cas, d'un petit live débrief pour ce premier Grand Prix de la saison. Et bien sûr, vous retrouvez tout dans rendez-vous, les tops, les flops, les réactions, les analyses, le débrief écrit d'abord pour ce premier Grand Prix de la saison 2021. Eh ben, merci, messieurs, pour ce premier live. C'était très sympa. Ouais. Et on se rend rendez-vous. Merci à vous, les gars. À dimanche. Merci. Salut. Ciao. On se rend rendez-vous dimanche pour un débrief de ce premier Grand Prix de la saison 2021 qui est lancé sur Motors Inside et la chaîne Twitch. Salut à tous, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao.